y a des maisons qui respirent, et il y a des maisons qui étouffent. À Ecatepec, dans une rue tranquille, il y avait une maison qui faisait les deux. Le jour, c'était un symbole. Des murs blancs, un jardin bien entretenu, une voiture de patrouille garée devant, non pas en service, mais à domicile. La voiture du commandant, le symbole de la loi. De l'ordre? De la protection? Mais la protection était un mensonge, une façade peinte sur un abîme. Car quand la nuit tombait, cette maison cessait de respirer et commençait à étouffer les cris dans le silence. Je m'appelle Matteo Del Valle, et voici Réalité interdite. L'histoire que vous allez entendre aujourd'hui ne parle pas d'un monstre qui se cache dans l'ombre. Elle parle d'un monstre qui portait un uniforme. Un monstre qui a juré de protéger les citoyens tout en dévorant sa propre famille. Et d'un système qui a détourné le regard. Un système conçu non pas pour trouver la vérité, mais pour la classer. Si vous pensez que le silence est le complice le plus cruel, restez. Abonnez-vous. Car aujourd'hui, nous n'allons pas murmurer. Nous allons crier. Tout a commencé par une sensation. Une épine enfoncée dans la routine. Isabelle Rojas était assistante sociale. Jeune, idéaliste, elle croyait encore au système. Son travail consistait à rendre visite à des familles, à remplir des rapports, détecter les facteurs de risque. Un jargon bureaucratique pour décrire la douleur. La maison du commandant Adolfo Morales figurait sur sa liste. Une visite de routine, une formalité. Mais dès le premier instant, Isabelle a senti le froid. Ce n'était pas le froid de la climatisation. C'était un froid qui émanait des murs, des regards. La femme du commandant, Elena, souriait trop. Un sourire tendu, fragile, comme du verre sur le point de se briser. Les enfants, Sofia, 9 ans, et Matteo, 6 ans, étaient comme des ombres. Ils ne faisaient pas de bruit. Ils ne couraient pas. Leurs yeux étaient vieux. Trop vieux. Isabelle posa les questions du formulaire. Comment se passe la communication au sein de la famille? Elena répondit par des phrases parfaites, répétées. Nous sommes très unis. Pendant qu'elle parlait, Sofia renversa un verre d'eau. Un accident. Mais la réaction n'était pas normale. La petite fille se recroquevilla, attendant une punition qui ne vint jamais en public. Le commandant Morales, qui observait depuis le seuil, ne dit rien. Il se contenta de la regarder. Et dans ce regard, Isabelle vit un univers de pouvoir sombre et absolu. La visite prit fin. Isabelle cocha les cases. Famille fonctionnelle. Mais ses mains tremblaient en écrivant. Le mensonge lui pesait sur l'estomac. Quelques jours plus tard, elle trouva un mot sur le pare-brise de sa voiture. Un morceau de papier de cahier, plié, écrit d'une écriture enfantine, tremblante. 4 mots. À l'aide, la maison du policier. Il n'y avait pas de signature. Il n'y avait pas plus de détails. Juste une supplique anonyme, lancée dans le vide. Isabelle aurait pu la jeter. Elle aurait pu penser que c'était une blague cruelle. Mais elle vit les yeux de Sofia dans ces lettres tordues. Et elle sut qu'elle ne pouvait pas l'ignorer. Le système ne le savait pas encore. Mais la guerre d'Isabelle Rojas venait de commencer, seule, contre l'homme le plus puissant de la ville. Le premier pas était le plus dangereux, s'approcher des enfants, sans éveiller les soupçons. Isabelle utilisa un programme de soutien scolaire comme prétexte, des visites hebdomadaires, des activités, des dessins. Le commandant Morales approuva. Il aimait cette apparence de normalité. Une famille soucieuse de l'éducation. Pendant les premières semaines, elle n'obtint aucun résultat. Sofia et Matteo étaient des forteresses de silence. Ils dessinaient des maisons aux fenêtres barrées, des soleils noirs.
Isabelle ne faisait pas pression, elle était simplement là, présente. Une présence apaisante dans leur monde effrayant. Et puis, c'est arrivé. Un mardi après-midi, Matteo n'est pas venu à la séance. Il avait de la fièvre. Isabelle se retrouva seule avec Sofia. Elle dessinait. Isabelle dessina un oiseau, libre, en plein vol. Et elle demanda à Sofia, « Si tu pouvais être un animal, lequel serais-tu » La petite fille la regarda pour la première fois. « Vraiment ?» Et elle murmura, « Un qui ne ferait pas de bruit. » Ce fut la première fissure dans le mur. Isabelle sentit un frisson lui parcourir le dos. « Vraiment ?» Et elle murmura, « Un qui ne ferait pas de bruit. » Ce fut la première fissure dans le mur. Isabelle sentit un frisson lui parcourir le dos. L'air de la petite salle devint dense, lourd. Les rires des autres enfants dans la cour semblaient lointains, comme venus d'un autre monde. Elle se pencha un peu plus. « Pourquoi tu ne veux pas faire de bruit, Sofia ?» La petite fille ne répondit pas avec des mots. Elle prit le crayon noir. Et sur son dessin, au-dessus de la maison aux fenêtres barrées, elle dessina une grande silhouette. Un homme, avec une ceinture à la main. Le cœur d'Isabelle s'arrêta. Un instant. Puis, il se mit à battre avec une force brutale, douloureuse. Elle comprit. « Sofia, ton papa te frappe ?» La petite fille secoua lentement la tête. Ses yeux se remplirent d'une terreur profonde, ancestrale. « Non, papa joue à des jeux. » Le murmure était presque inaudible. Mais pour Isabelle, il résonna comme une explosion. De mauvais jeux. La pièce semblait rétrécir. Les murs se rapprochaient. Isabelle sentait son pouls battre dans ses tempes. Un goût métallique, le goût de la peur pure, envahit sa bouche. Elle voulait crier. Elle voulait sortir cette petite fille de là. Mais elle se força à rester immobile, à respirer. Sa voix n'était qu'un fil. Quel genre de jeu? Sofia se mit à trembler. Un tremblement incontrôlable. Des jeux la nuit, quand maman met la musique très fort. L'image était dévastatrice. La musique, le bruit pour couvrir l'horreur, la complicité du silence forcé. Maman dit que c'est notre secret, le secret de la famille. Isabelle prit la main de la petite fille. Elle était glacée. « Ce n'est plus un secret, Sofia. Je te le promets. » À ce moment-là, la porte s'ouvrit. C'était Elena, la mère, avec son sourire de porcelaine brisé. « Le temps est écoulé, mademoiselle Rojas. Sofia doit rentrer à la maison. » Le regard d'Elena n'était pas celui de la colère. C'était celui de la panique. Elle suppliait Isabelle du regard. Suppliez-la d'arrêter, de ne pas briser le fragile équilibre pourri qui leur permettait de survivre un jour de plus. Isabelle se leva. Elle sentait ses jambes faibles, comme si elles ne lui appartenaient pas. Le couloir de l'école sentait le désinfectant et la peur. La sienne, celle d'Elena, celle de Sofia. L'horreur avait une odeur, et elle ne l'oublierait jamais. Cette nuit-là, Isabelle ne dormit pas. Les mots de Sofia résonnaient dans sa tête. Mauvais jeu. Musique trop forte. Elle savait ce que cela signifiait. Elle le savait avec une certitude qui lui glaçait le sang. L'homme qui devait faire respecter la loi était celui qui la violait de la manière la plus atroce, dans sa propre maison, contre son propre sang. L'inceste n'était pas seulement un crime. C'était un trou noir qui dévorait les âmes. Et le commandant Adolfo Morales en avait créé un au cœur de son foyer. Pause musicale. Comment un tel monstre peut-il naître? La méchanceté ne surgit pas de nulle part. Elle grandit dans l'obscurité. Elle se nourrit de vieilles blessures. Adolfo Morales n'est pas né commandant.
Il est né dans un foyer brisé, dans un quartier pauvre de Nezahualcóyotl. Son père était un homme violent, un alcoolique qui régnait avec ses poings. Adolfo a appris la première leçon du pouvoir. Le pouvoir, c'est la peur. Celui qui inspire le plus de peur gagne. Il détestait son père, mais, sans le savoir, il était en train de devenir comme lui. Il a vu dans la police une issue, non pas par vocation de service, mais pour l'uniforme, pour l'autorité qu'il conférait. Un uniforme est un masque, un bouclier pour cacher l'enfant effrayé et furieux qui était en lui. Il a rapidement gravi les échelons. Il était implacable, efficace. Il savait comment faire régner la peur. Dans la rue, puis à la maison, il a rencontré Elena quand elle avait 19 ans. Elle était jeune, naïve. Elle cherchait un protecteur, et elle a trouvé un geôlier. Au début, c'était du contrôle psychologique. Il l'a isolée de ses amis, de sa famille. Il lui a dit que le monde était un endroit dangereux, que lui seul pouvait la protéger. Puis vint le premier coup, après une dispute insignifiante. Il lui a demandé pardon, il a pleuré, il lui a juré que cela ne se reproduirait plus. Et elle l'a cru. Le cycle classique de la violence, répété encore et encore, jusqu'à ce que la volonté d'Elena se brise. Elle est devenue une ombre, une extension de lui. Quand Sofia est née, il y a eu une brève période de paix, une illusion. Mais la petite fille a grandi, et Adolfo a vu en elle une nouvelle forme de propriété. Quelque chose qui lui appartenait de manière absolue. La première violence a été un acte de pouvoir définitif, la soumission totale de son univers. Il murmura à l'oreille de la petite fille, puis à celle de sa femme. C'est un secret de famille. Il nous protège. Si tu parles, tu nous détruiras tous. Il fit de ses victimes les gardiennes de leur propre enfer. Elena choisit la survie par le déni. Mettre la musique à fond était sa façon de dire « je ne suis pas là ». Cela n'arrive pas. Chaque promotion d'Adolfo, chaque médaille, chaque reconnaissance publique était une brique de plus dans le mur du silence. Chef de la police d'Écatepec, un homme respecté, redouté. Qui oserait l'accuser? Qui croirait une petite fille effrayée face à un héros de la communauté? Il n'a pas fondé de famille. Il a construit une forteresse pour sa perversion. Et le système, avec son respect aveugle de l'autorité, lui en a remis les clés. Pause musicale, longue, tendue. Isabelle avait le témoignage, le dessin, la certitude morale. Mais dans le monde réel, cela ne suffisait pas. Elle avait besoin que le système agisse. Le même système qui avait le commandant Morales à sa tête. Sa première étape fut le parquet spécialisé dans les violences familiales. Un bâtiment gris, plein de couloirs identiques. Elle a attendu 2 heures. Finalement, elle a été reçue par un agent du ministère public. Un homme d'âge moyen, au regard fatigué. Le bureau était couvert de dossiers. Chaque dossier représentait une tragédie. Isabelle a expliqué la situation. D'une voix ferme, même si elle tremblait intérieurement. Elle a parlé de Sofia, des mauvais jeux, du dessin. L'agent l'écoutait sans changer d'expression. Quand elle a eu fini, il a soupiré, un long soupir, d'ennui. « Mademoiselle Rojas », a-t-il dit, sans la regarder dans les yeux. Son regard était fixé sur une tache de café sur son bureau. « Vous me parlez du commandant Morales. » Ce n'était pas une question. C'était un avertissement. Vous me dites qu'une fillette de 9 ans, probablement influencée par vous, accuse son père. Un homme à la carrière irréprochable. Isabelle sentit une vague de colère monter en elle. La fillette est terrifiée. Il faut la sortir de là.
L'agent sourit. Un sourire cynique, dépourvu d'humour. Avez-vous des preuves matérielles? Un rapport médico-légal? Des témoins? Parce que sinon, vous avez un problème. La parole d'une petite fille contre celle du chef de la police. Je ne peux pas ouvrir une enquête avec ça. Ce serait un suicide professionnel. Pour moi et pour vous. Isabelle resta sans voix. L'air s'échappa de ses poumons. Le couloir à l'extérieur du bureau ressemblait à un tunnel sans fin. Les lumières fluorescentes clignotaient, bourdonnant comme des insectes. Elle sentit le poids de chaque dossier dans ce bureau, chaque histoire ignorée, chaque cri archivé. Elle sortit de là en se sentant sale, complice. Le système ne voulait pas de justice. Il voulait éviter les problèmes. Et le commandant Morales était un problème dont personne ne voulait. Isabelle n'abandonna pas. Elle décida de contourner la chaîne de commandement locale. Elle appela la Commission nationale des droits de l'homme. Après un labyrinthe de menus téléphoniques, une opératrice lui répondit. D'une voix monotone, Isabelle expliqua l'urgence. Maltraitance infantile. Un officier supérieur impliqué. La réponse fut un coup de poignard bureaucratique. Je comprends, madame. Pour formaliser votre plainte, vous devez remplir le formulaire en ligne C27B. Joignez toutes les preuves numérisées. Une fois reçu, le dossier sera attribué à un visiteur. Le délai de réponse moyen est de 90 à 120 jours ouvrables. 90 jours. En 90 jours, l'âme d'un enfant peut être complètement détruite. Le petit frère, Matteo. Son tour approchait. Isabelle raccrocha le téléphone. Elle avait la nausée. La musique d'attente résonnait encore dans ses oreilles. Une mélodie joyeuse et stupide sur un abîme de désespoir. Le système n'était pas lent. Il était indifférent. L'urgence humaine n'existait pas dans ses protocoles. Désespérée, elle se tourna vers sa propre chef au bureau des services sociaux. Une femme âgée, sur le point de prendre sa retraite. Elle lui montra ses notes, le dessin de Sofia. La chef l'écouta en silence. Son visage était un masque d'inquiétude étudié. Quand Isabelle eut terminé, la femme se cala dans sa chaise, qui grinça comme un avertissement. Elle regarda par la fenêtre. « Isabelle, tu es jeune. Tu as une grande carrière devant toi. » Elle commença par un compliment, le pire des signes. « Ce que tu me décris est une situation extrêmement délicate. Le commandant Morales est un pilier de cette communauté. Il a des relations, des amis au sein du gouvernement municipal, de l'État. » Elle désigna les notes d'Isabelle. « C'est de la dynamite. Si tu fais un faux pas, cela ne t'explosera pas seulement toi, nous exploserons tous, tout ce bureau. » Isabelle n'en croyait pas ses oreilles. « Mais les enfants? Que faisons-nous d'eux ?» La chef soupira, comme si Isabelle ne comprenait pas quelque chose de très simple. « Écoute, officiellement, nous ne pouvons pas agir sur la base de l'interprétation d'un dessin. Voici ce que nous allons faire. Nous classerons le cas comme famille nécessitant un suivi psychosocial. Tu rempliras le formulaire 4A. Dans le rapport, tu n'utiliseras pas le nom du commandant. Tu le désigneras comme la figure paternelle. Et nous demanderons des séances de thérapie pour les enfants. C'est tout ce que nous pouvons faire sans déclencher une guerre que nous ne pouvons pas gagner. » Isabelle resta figée. La froideur de la pièce sembla s'intensifier. Elle sentit le papier du formulaire 4A dans ses mains comme s'il brûlait. Figure paternelle. La bureaucratie avait trouvé un moyen de nommer le monstre sans le reconnaître. C'était un acte de lâcheté sémantique. Un acte d'effacement. Le système ne fonctionnait pas mal. Il fonctionnait parfaitement.
Sa fonction principale était de se protéger lui-même, de protéger les puissants. Et les enfants de la maison du commandant étaient le sacrifice nécessaire pour maintenir la paix. Isabelle quitta ce bureau avec le sentiment que le monde avait basculé. Elle était complètement seule. Le monstre avait une armée de bureaucrates indifférents pour le protéger. Et elle n'avait que la vérité. Et la vérité, dans ce monde, ne valait rien. Pause musicale. Quand toutes les portes se ferment, quand la loi devient un mur, il ne reste qu'une seule option, enfreindre les règles. Isabelle savait que si elle suivait les voies officielles, Sofia et Matteo étaient condamnés. Le système allait les surveiller jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Elle a donc fait l'impensable. Elle est devenue une lanceuse d'alerte. Elle a contacté, de manière anonyme, un journaliste d'un blog local, un de ces petits médias indépendants que les puissants méprisent. Un journaliste connu pour être têtu, insistant. Ils se sont rencontrés dans un café bruyant. Isabelle n'a pas donné son nom. Elle lui a seulement remis une enveloppe. À l'intérieur se trouvaient ses notes. Une copie du dessin de Sofia et un récit détaillé de l'indifférence qu'elle avait rencontrée dans chaque bureau. « Vous ne pouvez pas utiliser mon nom », lui a-t-elle dit. « Ils me détruiront. » Le journaliste a lu les papiers sur place. Son visage est passé de la curiosité au choc, puis à la colère. « Laissez-moi m'en occuper », a-t-il dit. 2 jours plus tard, l'affaire a éclaté. Pas dans un grand journal, mais sur Internet. Le chef de la police d'Écatepec, un monstre à la maison? Le titre était une question, mais le contenu était une affirmation dévastatrice. Au début, les autorités ont tout nié. Une campagne de dénigrement, a déclaré la mairie. De fausses informations, a déclaré le bureau du commandant Morales. Mais l'histoire n'est pas morte. Elle a été partagée. Des centaines de fois. Des milliers de fois. D'autres victimes de l'indifférence officielle ont commencé à s'exprimer dans les commentaires. D'autres histoires de dossiers oubliés. La pression a monté. Ce n'était plus le murmure d'une assistante sociale. C'était un tollé numérique. Les médias nationaux ont relayé l'information. Le scandale était trop grand pour être ignoré. Le parquet, celui-là même qui avait rejeté Isabelle, a annoncé l'ouverture d'une enquête d'office. Le commandant Adolfo Morales a été temporairement suspendu de ses fonctions afin de ne pas entraver l'enquête. Le système, se voyant exposé, a fait ce qu'il sait faire de mieux. Sacrifier l'un des siens pour sauver les apparences. La maison au mur blanc n'était plus un symbole d'ordre. Elle était entourée de caméras et de journalistes. Les enfants ont été secourus, placés sous la garde de l'État, dans un refuge. La dernière fois qu'Isabelle a vu Sofia, c'était à travers une vitre du centre d'aide. La petite fille était dans un jardin. Pour la première fois, elle ne dessinait pas des maisons aux fenêtres noires. Elle dessinait des oiseaux. Des centaines d'oiseaux colorés, volant vers un soleil jaune et brillant. Matteo, à ses côtés, parlait à un autre enfant. Il utilisait des phrases complètes. La justice n'a jamais été rendue. Adolfo Morales a fait appel aux meilleurs avocats. L'affaire s'est embrouillée dans des détails techniques. Elena, sa femme, n'a jamais témoigné contre lui. La peur était plus forte que la vérité. Mais il n'est jamais redevenu commandant. Il ne s'est plus jamais approché de ses enfants. Le silence a été brisé. Ce n'est pas la loi qui l'a brisé. Ce ne sont pas les institutions qui l'ont brisé. C'est une assistante sociale qui a refusé d'accepter un « non » comme réponse qui l'a brisé. Il a été brisé par un journaliste qui a osé publier. Il a été brisé par le murmure d'une fillette de 9 ans.
Un murmure que quelqu'un a finalement décidé d'écouter. Parfois, la seule façon de combattre l'obscurité est d'allumer une petite lumière, même si vous tremblez de peur en le faisant. Je suis Matteo Del Valle et rendez-vous dans le prochain épisode de Realidad Prohibida.